Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Arnaud Bordas. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast. Cette semaine, je suis avec mon ami Arnaud Bordas et nous allons faire finalement un podcast très solennel, ce qui va nous changer un petit peu ces derniers temps, Tout à fait, pas de grenade qui l'évite cette fois-ci. Voilà, donc restons dans le ton, restons secs, en pleine contrition. Ouais. Nous allons parler de Little Odessa de James Gray, le tout premier film de James Gray. Et c'est un podcast en fait qu'on a suggéré sur les réseaux sociaux. On avait fait un petit vote en fait sur quelques titres pour voir en fait lesquels seraient plus intéressants que d'autres pour les auditeurs. Et Little Odessa a gagné contre Les Faucons de la Nuit de le film avec Stallone, voilà, le Bruce Malmuth. Donc c'est assez étonnant, mais c'est plutôt une bonne surprise. Voilà, donc film de James Gray qu'il a tourné en 94, sorti chez nous tout début 95. Vraiment un polar solennel étonnant. Vraiment concentré sur une logique de même tragédie familiale assez sombre et assez dure, quoi. Arnaud, ouais, et puis un premier film. Voilà, pitch-nous le film. Un premier film d'un jeune réalisateur qui avait 23 ans au moment de la production, tu vois, donc c'est quand même pas rien, quoi. Moi, ça me frappe en fait en revoyant le film, tu vois, ça me frappait vraiment de ce truc de me dire, tiens, le mec qui a fait ça avait 23 ans, quoi, tu vois, quoi. Parce que c'est quand même un film assez mature et assez habité, habité par des thématiques lourdes qui sont souvent celles d'une personne qui est en général davantage en milieu de vie, quoi, tu vois, quoi. Donc voilà. Le pitch, c'est très simple, hein, c'est l'histoire d'un gangster qui est joué par Tim Roth, donc. Qui vient de la communauté juive russe de New York. De Brooklyn, plus précisément. De Brooklyn, et plus exactement, c'est vrai. Hein. Et qui revient dans son quartier à la fois pour remplir un contrat. Il y va un peu en traînant les pieds parce qu'il ne voulait plus remettre les pieds dans ce quartier. Et on va comprendre pourquoi. C'est parce que son père l'avait chassé du domicile, vu ses activités illégales, quoi. Il est en froid avec son père. Bon, il y a son petit frère qui est joué par Edward Furlong. Le père est joué par Maximilian Schell. Et surtout, donc, je disais, il vient pour ce contrat et il vient aussi pour voir sa mère qui est mourante, qui est jouée par Vanessa Redgrave et qui est atteinte d'une tumeur au cerveau. Et donc, voilà. Et donc, en partant de ce point de départ, on va dresser le portrait de cette famille totalement dysfonctionnelle, quoi, et puis brisée par pas mal de tragédies, quoi. Et des voilà. Comportements aussi, parce que je pense que c'est un des trucs qui est assez intéressant avec le film, dans sa façon de dérouler justement la tragédie familiale, c'est d'expliquer que la violence inhérente au personnage de Tim Roth, en fait, puisque c'est un tueur à gages, hein, qui revient pour ce contrat-là, et qui en profite en fait pour renouer des liens avec son petit frère, quoi, qui est interprété par Edward Furlong, comme tu disais. En fait, c'est un relationnel qui est très particulier, où lui-même déjà a un comportement de grand frère, on va dire, un petit peu, dur avec son... il est dur avec son frère parce que, par exemple, il y a cette scène où Furlong lui dit « je t'aime », tu vois, et l'autre lui répond même pas, en fait. Il n'arrive pas à le faire parce qu'il n'en est pas capable, quelque mais part. Mais il est quand même bienveillant. Et, bien sûr qu'il est bienveillant. Et par exemple, il le défend oui. par rapport à la violence de son père, quoi, tu vois. Et justement, c'est ce qui est extrêmement bien fait, moi, je trouve, dans le film. Au-delà parce que... Voilà, en fait, quand on en a parlé, en fait, dans l'idée de parler de ce film-là, tu m'as dit, mais est-ce que c'est vraiment pour stéroïdes, sachant que c'est certes un polar, mais beaucoup plus une tragédie familiale et finalement un drame à la fin, plus qu'un film policier, quoi. Et je pense qu'en fait, il y a des deux dans le film, et c'est vrai que, par contre, le film tient sur cet aspect émotionnel et cet aspect... tragique, quoi. Je crois que le mot tragique, on va utiliser beaucoup dans ce podcast-là, quoi. Ouais, non, mais évidemment. Après, ce qu'il faut dire aussi, je pense, c'est que, et je pense que c'est principalement aussi pour ça que le film est aussi habité, c'est que James Gray raconte un petit peu sa vie là, dans ce film-là, et en l'arrangeant évidemment, en la mettant dans le cadre d'un film de genre, tu vois, d'un drame criminel, quoi. Mais en fait, ce qui s'est passé
À l'époque, il était déjà encore plus jeune, hein, il avait 18 ans, je crois. Donc il était natif de ce quartier, il a les mêmes origines, tu vois, à la fois juive et russe. Et en fait, il expliquait qu'en une année, sa famille a été détruite, quoi. C'est-à-dire, il explique, je crois que c'était vers 1986, il dit en 1986, on était 2 frères, une mère et un père, toute une famille réunie autour de la table. Un an après, ma mère était morte d'une tumeur au cerveau. Mon père était dans des problèmes d'ordre financier pas possible, quoi. Il ne précise pas lesquels, mais je ne sais pas si c'est des trucs un peu mafieux ou pas, tu vois, mais bon, en tout cas, il y avait de gros problèmes financiers. Et lui, et il a porté toute la culpabilité de ça pendant pas mal d'années, il est parti en Californie, à l'université, pour faire du cinéma, c'est ce qu'il voulait faire, tu vois. Et donc, il a laissé toute sa famille, et il imaginait, en fait, un an après ce repas familial, sa mère qui n'était plus là, son père qui était épisodiquement dans la maison et son frère tout seul à table, tu vois, et qui pensait à son frère à l'autre bout du pays, certainement. Tu vois. Donc il disait, voilà, en l'espace d'un an, notre famille a été totalement annihilée, quoi. Et il gardait, donc, comme je disais, cette culpabilité. Là, on a quand même spoilé parce qu'en fait, quelque part, en racontant ça, on spoil plus ou moins ce qui se passe dans Little Odessa. Il faut le préciser aussi. Quoi. Ouais, même si c'est dans l'ordre du polar et avec des enjeux, on va dire, dramatiques, mais aussi policiers. Quoi. Le spoil, c'est principalement la mère, mais je veux dire, pour ceux qui n'ont pas vu le film et qui vont le voir peut-être dans la foulée de notre podcast, ils verront que c'est pas un mystère, hein. C'est-à-dire c'est dès le début du film, on comprend qu'elle est mourante, cette femme. Et c'est présenté de manière assez crue, en fait, assez directe et assez, sans détourner le regard, assez dur, quoi. Ouais, et puis Vanessa Redgrave, enfin ils sont tous les deux formidables, hein, les deux acteurs, là, Maximilian Schell et Vanessa Redgrave. Mais Vanessa Redgrave, elle est assez impressionnante dedans parce que alors c'est effectivement très cru, comme tu dis, c'est sans phare, quoi. Elle est vraiment pas à son avantage, alors que même si c'était une femme mûre à cette époque-là, Vanessa Redgrave, c'était encore une femme très classe, hein. Moi je me rappelle le rôle de Max là, ça c'était même 2 ans après dans Mission Impossible. Ouais, mais c'était à peu près la même époque, mais même après, un petit peu après, comme tu dis, et elle était super classe, quoi, tu vois, quoi, dans Mission Impossible, quoi. Donc ouais, non, et puis t'as les deux jeunes là, les deux frères joués donc par Tim Roth qui venait de cartonner avec, d'être révélé en tout cas par les films de Tarantino, la Réservoir Dogs et Pulp Fiction. Et puis Edward Furlong qui donc semblait vouloir s'éloigner un petit peu des blockbusters auxquels semblait le prédestiner l'énorme succès de Terminator 2, quoi. Et puis éventuellement promis à une grande carrière aussi, parce que mine de rien, en fait, ça a été une révélation dans Terminator 2, même si depuis on sait très bien que le pauvre a sombré dans pas mal de problèmes personnels, d'alcool, de drogue, etc. etc. À cette époque-là, faire un film justement comme Little Odessa, interpréter ce rôle-là et s'en tirer haut la main comme il le fait au milieu de ce casting-là, c'était vraiment une belle promesse en fait de se dire c'est un acteur sur lequel on peut éventuellement compter, quoi. Et il y aura encore quelques films derrière comme American History X, ce genre de choses, mais c'est vrai que en fait voilà, c'est un film qui clairement dans sa carrière surnage Little Odessa, quoi. Ouais, c'est-à-dire après c'est vrai que tu as cité American History X, qui est encore une histoire de frères assez complexe et tragique, quoi. Mais c'est vrai qu'après ça, peu à peu, il va disparaître des écrans. Alors que c'est vrai que quand on le voyait à cette époque-là dans ces films-là, dans Little Odessa, on disait ce gars-là, dans 10 ans, il a une petite dizaine d'années de carrière. C'est-à-dire qu'en gros, il a fait Pecker après, ce genre de choses chez comment il s'appelle, chez John Waters, quoi. Un petit film sympathique, même si ça reste très léger pour du John Waters, quoi. Mais c'est des films qui n'ont pas forcément marché, et puis surtout, je pense que c'est quelqu'un qui a été starifié beaucoup trop jeune. C'est ça aussi encore c'est un enfant star, en fait, donc c'est un cap assez difficile à passer, quoi. Enfin, en tout cas, ouais, très, très, très beau casting, très, très tenu. Là aussi, encore... bon, il a des grands comédiens sous la main, mais à 23 ans, il faut pouvoir diriger des gens, surtout des gens comme Redgrave ou Schell, qui ont quand même une sacrée bouteille, qui ont une belle carrière derrière eux, tu vois. Et c'est vrai que moi, on les a pas mal revus, encore une fois, à cette époque-là. On les a même revus peu de temps après dans des gros films ensemble, au casting du même film dans Deep Impact, tu vois, Maximilian Schell et Vanessa Redgrave. Que j'avais oublié qu'il existait. Voilà. Mais c'est vrai que on va dire de la période des années 80-90, c'est aisément dans leur carrière un des films qui surnagent, quoi, tu vois, quoi. Et après...
je pense que le film aussi, il y a quelque chose qui dans le film qui est assez touchant et qui va devenir un petit peu la marque de James Gray. C'est quelqu'un qui s'attaque, en tout cas à cette époque-là, parce qu'après il va essayer de diversifier pas mal sa carrière, mais en tout cas qui s'attaque à des sujets assez intimes et assez tragiques, quoi. Et qui les traite souvent avec beaucoup de pudeur et de retenue. Et sur ce registre-là, Little Odessa, c'est peut-être sans doute un des films qui fait le plus mouche, quoi, dans sa filmo, parce qu'il y a vraiment, en fait, souvent, y compris dans sa mise en scène, la pudeur qui est utilisée ne fait que renforcer, en fait, l'émotion, quoi, du film. Pour illustrer le truc, je pense notamment à une scène qui est la première vraie scène de confrontation physique entre le père et le frère aîné, c'est-à-dire où le frère aîné, Tim Roth, revient à la maison. Et le père n'est pas prévenu. Voilà, et il découvre le truc, et puis il sort la ceinture, et il le chasse à coups de ceinture. Alors qu'il ne se rend pas compte que c'est un adulte, en fait. Voilà, bon, c'est assez humiliant pour le père, parce qu'il se prend un nion dans la gueule, et il tombe par terre, il se prend un nion dans la gueule de la part de son fils aîné, de Tim Roth, mais il se redresse quand même, et puis il continue à lui gueuler, sort d'ici, tu vois, tout ça, sort de chez moi. Mais c'est une scène humiliante. Et en fait, moi, il y a un très beau plan qui conclut la scène, je trouve, qui, au lieu de partir, parce que les deux frères s'en vont ensemble, tu vois, et au lieu de partir avec eux, la caméra reste dans l'appartement et regarde les deux frères partir par la fenêtre. Mais c'est pas, il n'y a même pas une volonté de faire une sorte de plan subjectif, un peu caméra à l'épaule, ou de mettre Maximilian Chen en amorce, tu vois. C'est juste le cadre de la fenêtre. Et on le ressent, on le prend comme tel, que c'est le point de vue du père, tu vois, et que finalement, cette manière de regarder ses deux fils partir de chez lui, par rapport à la manière dont il vient de se comporter dans la scène d'avant, qui est quand même un comportement un peu de tyran, il y a quelque chose de profondément touchant, quoi, tu vois, dans ce plan-là, et qui fait qu'en fait, c'est touchant aussi parce que James Gray ne juge jamais ses personnages, quoi. C'est-à-dire il les montre se débattre dans leurs problèmes, dans les problèmes aussi qui se sont créés eux-mêmes, tu vois, tout ça, mais sans jamais porter un jugement sur ce qu'ils font, quoi, tu vois. Non, le truc, c'est que ça, c'est vrai, mais en fait, c'est vrai que quand tu regardes, si tu veux raconter, on va dire, un film comme Little Odessa, et là, on est un petit peu confronté à ça, en fait, quand on enregistre un podcast comme ça, c'est bon, tu as parlé de l'aspect personnel, on va dire, de James Gray, et qui, pour moi, s'en ressent le plus, hein. Pour moi, je sais que j'avais été assez déçu par The Yards derrière, parce que j'avais l'impression que c'était une manière de, finalement, aller chercher un plus gros casting, de gens plus connus, pour finalement faire le même film en moins habité, en moins intéressant. C'était pas exactement la même histoire, mais bon, il y avait beaucoup de parallèles, on va dire, de tragiques et comment dire, de rapports fraternels, familiaux, etc., etc. Je trouvais que c'était par défaut, parce que James Gray, en fait, aujourd'hui, c'est un réalisateur qui est assez renommé, et notamment en France, hein. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a une très belle aura de cinéaste en France, quoi. Mais il faut dire ce qui est, quoi. C'est-à-dire que c'est un cinéaste qui a mis des années à s'installer, dans le sens où... qui n'a jamais vraiment connu de succès, tu vois. Je crois que son film qui a le mieux marché, ça doit être La Nuit nous appartient. Oui, bon, et Ad Astra un petit peu aussi l'an dernier, voilà, qui est son film de SF, mais en fait, c'est un réalisateur qui a mis des années pour faire des films entre chaque film, c'est-à-dire que là, il y a 6 ans qui séparent, Little Odessa de The Yards, qu'en fait, qui a été présenté à Cannes, puis 7 ans qui séparent The Yards de La Nuit nous appartient, et là, bon, ça s'est un petit peu accéléré parce qu'il a fait Two Lovers derrière, ce genre de choses, quoi, mais en fait, ces 3 premiers films, ce sont des œuvres, finalement, qui se rejoignent dans beaucoup de choses de thématiques, si ce n'est que La Nuit nous appartient est peut-être beaucoup plus un polar assumé, on va dire. Ah, c'est un film de flic, ça. Voilà, avec quelques scènes assez intenses, hein. Je me rappelle notamment une poursuite sous la pluie, en fait, qui était assez forte, quoi, et qui fonctionnait très très bien parce qu'elle fonctionnait d'un point de vue dramatique, en fait, vraiment narratif. Poursuite en bagnole. Hein. Ouais, une poursuite en bagnole, quoi, et donc c'était assez bien fait, quoi. Tout du point de vue justement du conducteur, en fait, qui n'arrivait pas à voir ce qui se passe, en fait, à cause de la pluie torrentielle, et ça fonctionne très bien parce que c'est vraiment le nerf, je pense, le cœur, en fait, du film est dans cette scène, quoi. Mais disons que, en fait, voilà, c'est quelqu'un qui a travaillé un matériau et qui est revenu au début de sa carrière assez régulièrement. Et là, même si j'aime beaucoup, par exemple, La Nuit nous appartient, je pense qu'il y a des très belles choses dedans. Pour moi, vraiment, son meilleur film, et
même j'ai envie de dire le meilleur film de sa carrière, c'est ce Little Odessa. Alors pour des raisons, je pense, encore une fois, de maîtrise, plus qu'autre chose, même s'il y a des très très belles choses, encore une fois, Lost City of Z par exemple, c'est un très très beau film. Ad Astra, il y a quelques trucs sympas, mais je pense que c'est un peu compliqué comme film, quoi. C'est un cinéaste qui est très intéressant. Pour moi, tout son univers, tout ce qu'il avait raconté, tout ce qui était déjà là, en fait, était dans Little Odessa, et finalement, c'est ce qu'il y a de plus presque. Et je pense que c'est la parade de la jeunesse pour le coup. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, le fait qu'il ait tellement une espèce de colère larvée en fait qu'il essaye de faire ressortir dans son film, c'est quelque chose qu'on ressent. Et moi, par exemple, l'un des enjeux intéressants de Little Odessa, c'est son aspect psychologique. C'est-à-dire sans être appuyé, jamais. Le premier truc en fait qui marque quand on revoit le film, c'est de se dire à quel point en fait les comportements, que ce soit de Tim Roth, de Maximilien Schiell, de Vanessa Redgrave, avec je trouve une idée de montage final, c'est-à-dire vraiment comment terminer le film émotionnellement d'une manière très très forte en reprenant le début d'une séquence qui était dans le film, pour la mettre à la fin, parce qu'on ne voit jamais, tu parlais de la réaction du père quand il voit son fils revenir, mais on ne voyait jamais la réaction de la mère. Elle était complètement... la mère, elle est hors champ. Voilà, elle était complètement assumée, si tu veux. Elle le voit, il y a une scène entre eux, mais tu ne voyais pas le début. Le fait qu'elle lui pardonne en littéralement 5 secondes. Au début, elle reste sur sa position, puis elle lui pardonne. Et ça, c'est quasiment dans la scène finale, c'est le plan final en fait du film. Enfin, le plan final, c'est quand il est dans sa bagnole, mais c'est juste avant. Oui, mais voilà, c'est juste avant. Émotionnellement, tu restes sur ça, quoi, et c'est très très fort en fait. Il y a un truc parce que je pense que c'était pas pensé au scénario. Je pense que c'est vraiment un truc qu'ils se sont dit au montage, on va le mettre là, parce qu'on a besoin de finir sur une note puissante, quoi. Et elle fonctionne cette note-là. Parce qu'à ce moment du récit, à ce moment où avec tout ce qui s'est passé, la mère est déjà morte, en fait, elle est déjà décédée. Donc en fait, la faire revenir, c'est quelque chose en fait du point d'ancrage du personnage qui était hyper important. Et en fait, pour moi, ça déroule en fait tout le fonctionnement en fait de Little Odessa, c'est-à-dire que cette façon dont les deux enfants ont été élevés par le même père, traités de la même manière, sont partis dans deux directions différentes, tout en gardant l'idée que le père est quand même responsable de cette violence en fait à l'intérieur du cadre familial, qu'il a même probablement provoqué ça chez son fils en fait, on va dire, c'est-à-dire que non pas qu'il l'ait créé, mais en tout cas qu'il l'a clairement je sais pas si c'est aussi catégorique que ça, quoi. En fait je pense que si, parce qu'il y a beaucoup de scènes justement où d'un seul coup le personnage de Tim Roth est présenté comme un tueur. Tu te dis il va chercher son père. Et il le braque en fait, dans une très belle scène d'extérieur, et on pense qu'il va le tuer. Et en fait, quand il est avec sa maîtresse, le père. Voilà, c'est ça. Elle est géniale cette scène, parce que ça, c'est des petits détails finalement complètement saugrenus, qui peuvent paraître saugrenus, et qui en fait sont des éléments de réalisme, quoi. Tu vois. C'est-à-dire, et j'ai presque souri dans la scène, quoi. Il vient voir son père à l'entrée de l'immeuble, là, qui est donc avec sa maîtresse, tu vois. Et il lui dit tu viens avec moi, et la maîtresse commence à l'engueuler, quoi, à Tim Roth, et il sort le flingue et il le pointe sur la maîtresse, ouais. Voilà, et logiquement la réaction du père devrait être mais qu'est-ce que tu fous, tu vois, et essayer d'empêcher son fils, et en fait il dit juste à la fille, il dit à sa maîtresse, il lui dit c'est mon fils, genre c'est bon, il dit il va pas te buter ou je sais pas, sauf que en fait justement il y a ce truc qui est assez intéressant, c'est que donc toi en tant que spectateur, puisque tu sais que c'est un tueur et qu'en fait il a cette problématique avec son père, tu te poses la question pendant une seconde s'il va vraiment tuer son père dans cette scène où il le pose pour l'exécuter en fait, hein. Et il l'humilie, son père, tel que lui l'a humilié auparavant. Et c'est là justement où l'enjeu il se joue, c'est qu'en fait tu te dis le père lui est persuadé qu'il va mourir, sauf que en vrai Tim Roth, même si c'est un vrai truc d'intimidation, est incapable d'aller jusqu'au bout. C'est-à-dire la personne qu'il déteste le plus au monde, il est incapable de la tuer, quoi. Et du coup, pour moi, ça révèle une certaine manière de penser, c'est-à-dire du personnage de Maximilien Schiell, du père, quoi. C'est-à-dire le père le voit comme un tueur. Et c'est ce qu'il est devenu, presque pour donner raison à son père. Il y a une espèce de logique comme ça, parce que si tu enlèves en fait tout ce qui est... le film est tellement finalement peu intéressé par son aspect policier, on va dire, c'est-à-dire il veut tellement pas raconter un récit, en fait, si tu veux, avec quelques tropes de ce genre-là, que finalement il est extrêmement épuré. Le film est extrêmement épuré de manière générale, hein, dans sa mise en scène, on va en parler, mais il est extrêmement épuré, y compris dans sa façon de présenter ces émotions-là. Ce qui fait que, en fait, en filigrane, sans que ça soit jamais surligné,
tu comprends totalement la psychologie des personnages et tu comprends où ils se situent, quoi. Quand je parlais du fait que même s'il a effectivement un attachement à son frère, au personnage d'Edouard Furlong, son frère lui est capable de lui dire je t'aime, parce que c'est quelqu'un qui est parti dans le bon sens, on va dire, de cette éducation compliquée, quoi. L'autre est incapable de lui répondre. Et tu sais que c'est vrai pourtant, tu vois. Et c'est des trucs, en fait, c'est des trucs tout bêtes parce que... Il est pas connecté avec ça, quoi. Tu vois, c'est tel qu'il apparaît, quoi. C'est-à-dire, lui, il est connecté avec un univers effectivement violent. Après... évidemment, tu comprends que le père leur a donné une éducation assez stricte et assez sévère, tu vois, à coups de ceinture, tu vois, des choses comme ça. Après, il n'empêche qu'il semble aussi leur avoir donné une éducation morale, quoi, tu vois. C'est-à-dire, à plusieurs reprises, il explique, que ce soit à Edouard Furlong ou à Tim Roth, quoi, il leur dit un homme, ça n'a pas besoin d'un flingue, quoi, tu vois, quoi. Et par là même, bon, c'est quand même en même temps assez violent parce que quand il s'adresse à Tim Roth, il signifie qu'il est même pas un homme, quoi, tu vois. Mais voilà, c'est quand même, moi je trouve que c'est quand même plus nuancé que justement. C'est pour moi ce genre de phrase là, en fait, si tu veux, c'était typiquement quelque chose que le père peut sortir dans une situation en fait d'humiliation, tu vois. C'est pas une question qu'il y croit ou qu'il y croit pas. C'est juste une question que je pense pas que ce soit un combat moral pour le père. C'est-à-dire le père, c'est quand même quelqu'un. C'est quelqu'un qui refuse la criminalité, qui est quand même assez présente dans son quartier. Il est quand même à part là-dessus, quoi. Alors il le refuse pas tout à fait jusqu'à un certain degré, quand même. À un moment donné où c'est clairement il y va, quoi. Mais l'autre point, sans en faire un tueur, on va dire, tu vois. Mais l'autre point en fait là-dedans, c'est que c'est surtout un personnage affreusement égocentrique. C'est-à-dire le père est un personnage extrêmement égocentrique. Je sais pas si on peut spoiler, tu vois, parce qu'en fait. C'est à partir de ce moment-là, pour moi, que le personnage, jusque-là, n'a pas de positionnement moral véritablement inquiétant, tu vois, quoi. Mais là, il y a un moment dans le film, enfin, je sais pas si on peut le dire, tu vois, quoi, mais il y a un moment où il va clairement basculer de l'autre côté, quoi, tu vois, et faire quelque chose d'horrible. Il bascule de l'autre côté, et surtout, il y a un autre truc par rapport à ça, c'est qu'en faisant ça, en fait, ça met le clou sur tout ce qu'il va perdre et tout ce qui en fait a été détruit dans sa famille, peut-être à cause de Tim Roth d'un point de vue exécutant, c'est-à-dire d'un point de vue de passer à l'action, mais en fait ce qui est larvé depuis des années dans cette famille, en fait, et la destruction elle vient du père. Je pense que c'est assez flagrant, en fait, si tu veux, quand tu revois le film sous cet angle. Moi, c'est ce qui m'a vraiment frappé. Je me suis dit, je sais pas quels sont les daddy issues de James Gray exactement, mais bon, je pense qu'il a pas mal de choses à régler, quoi. Je pense qu'il traite le personnage avec la culpabilité qu'il peut porter par rapport à sa situation familiale personnelle, James Gray, et la projection qu'il fait justement dans le personnage du grand frère. Je pense aussi qu'il montre quand même la manière dont Tim Roth prépare aussi son autodestruction, quoi, tu vois, quoi. Qui est alors plus de l'ordre du fatum pour être précis, c'est-à-dire vraiment le sens de la tragédie classique, quoi, tu vois, avec ce qui se passe dans la fusillade finale, quoi. C'est vraiment où tu te dis là, bon ben voilà, c'est le destin qui a frappé, quoi, tu vois, quoi. Mais il traite le personnage pendant le film comme un personnage qui porte ça quand même, quoi, tu vois, et lui d'ailleurs à la fin l'accepte totalement, quoi, tu vois, presque. Oui, bah c'est-à-dire qu'en fait de toute façon il a par la force des choses, hein, ouais, mais c'est quand même assez frappant. Il n'y a pas de grande scène où il hurle par rapport au ciel, mais, tu vois, par rapport à ce qu'il a. Non, parce que c'est quelqu'un qui intériorise tout, mais en fait justement à la limite sa haine et sa destruction ressort par ce qu'il fait, quoi, c'est-à-dire en fait son métier, on va dire entre guillemets, c'est un métier, quoi. L'autre point qui est vraiment intéressant aussi avec le film, c'est qu'il démontre, pour moi c'était déjà assez clair et assez évident, et on le retrouve pas forcément dans tous les films, justement de James Gray, voilà, une vraie capacité à inscrire ses personnages dans le comment dire, le décor dans lequel ça se passe. C'est-à-dire le quartier est extrêmement bien représenté. C'est un petit quartier de New York, en fait, qui à l'époque, en fait, si tu veux, était très très peu représenté, de Brooklyn, qui était très très peu représenté en fait au cinéma. C'est une petite partie du quartier de Brooklyn. Ouais, avec la communauté russe, quoi. Ouais. Et moi, je pense que c'est l'une des références de GTA 4. C'est-à-dire que assez clairement, je pense que quand ils ont vu un film, justement les Hauser et l'équipe de Rockstar, quand ils ont vu un film comme Little Odessa, en fait, je pense qu'ils se sont dit on peut effectivement traiter New York sous cet angle-là aussi. Et je pense que ça a été le film a déclenché cette comment dire,
cette idée de partir dans cette direction-là. Ouais, le GTA 4 pardon, ne ressemble pas à Little Odessa, qu'on soit clair, même s'il est un peu plus sérieux et un peu plus dur que les précédents GTA jusque-là. Mais je pense que c'est assez flagrant, en fait. Je pense qu'il a aussi pavé un petit peu la voie vers une autre grande influence de GTA, tu vois, c'est Les Sopranos. Alors là, on est dans le cadre de la communauté italienne, évidemment, avec Les Sopranos, mais il y a cette même vision, finalement, où on quitte en fait les cols blancs scorsésiens armés de flingues, tu vois, totalement comme ça. Et où on va vraiment avec des... Bon, il y avait des petites touches comme ça aussi chez Scorsese, hein, mais là, vraiment, on va vers le quotidien, le New Jersey, en l'occurrence dans Les Sopranos, tu vois, mais avec ce quotidien de mecs attablés sur des chaises pourries devant des nappes à carreaux sur les devantures de leur boutique, les rois d'un tout petit monde, quoi. Voilà, habillés en survêt avec des blousons en cuir miteux, tu vois, voilà, c'est une volonté un peu d'aller vers le micro, quoi, tu vois, du film de gangster. Ceci étant dit, je pense clairement que Scorsese, c'est une référence majeure chez James Gray sur ce film-là. Pas encore une fois, pas dans le milieu des pins. Pas forcément encore une fois l'un est très retenu, très en pudeur, l'autre est beaucoup plus expansif, on va dire, mais ça je pense que c'est aussi les racines culturelles qui veulent ça, quoi. Après on peut dire qu'il est plus proche peut-être du Scorsese des années 70. Tout à fait, voilà, c'est ça. Non, mais par contre en termes de structurel et en termes de ce qui l'anime en fait pour faire du cinéma, ils sont partis en tout cas quasiment de la même phase de départ, quoi. Et en fait, en gros, c'est en ça qu'on peut les comparer. Si ce n'est que, voilà, enfin, je veux dire, en gros... Il dit lui-même, James Gray, que c'est pour lui, et c'est, encore une fois, c'est 94, hein, c'est ça quand tu replaces un peu le film dans le contexte de cette année-là du cinéma américain, il disait, à cette époque-là, il n'y avait plus de films comme ça, quoi. Moi, je voulais faire un film des années 70, quoi, vraiment, quoi. Et t'as cette volonté, quoi. Je veux dire, même dans la photo assez naturaliste du film, tu vois, tout ça, qui changera du tout au tout avec The Yard, tu vois, si l'histoire est assez similaire, c'est un film très éclairé, très travaillé au niveau de la photo, tu vois, très pictural. Et voilà, mais c'est ça aussi qui est intéressant chez James Gray, moi je trouve, même si c'est pas un cinéaste qui me fait grimper au rideau, c'est que je trouve que c'est quelqu'un qui cherche tout le temps à se remettre en question, enfin je veux dire, quand il fait Lost City of Z là récemment, faire un film d'aventure exotique comme ça dans les années, la fin des années 2010, c'est il y a absolument plus aucun film comme ça produit par Hollywood à l'heure actuelle. Non, ça c'est clair. Mais bon, en tout cas, ce qui était vraiment aussi passionnant là dans un film comme ça, c'est vraiment de voir comment, en tant que cinéaste, lui-même, parce que en fait, dans Little Odessa, c'est un film très posé. C'est-à-dire que vraiment, c'est un film millimétré presque même, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que tu sens que chaque plan a plus ou moins été pensé. Dans ce qui reste, on va dire, éventuellement, parce que je sais pas s'il y a des scènes coupées ou des choses comme ça, mais vraiment été pensé en fait pour voilà, il y a des plans qui durent 15, 20, 30 secondes qui sont des plans fixes avec peut-être un léger travelling avant ou ce genre de choses en fait, pour vraiment inscrire les personnages dans le décor, et plein de scènes en fait qui pourraient se passer finalement dans des pièces ou dans des trucs comme ça en fait se passent à l'extérieur en te montrant un hiver à l'époque, hyper rugueux, le nombre de plans très réduit qu'il y a dans le film. Voilà, c'est ça, il y en a 400 je crois, un truc comme ça, et en fait à la fin c'est hyper, ça fonctionne hyper bien parce que c'est hyper bien pensé, et surtout avec une énorme malgré tout une énorme iconisation, c'est-à-dire pas une iconisation telle comment dire qu'on pourrait, c'est-à-dire une façon de magnifier en fait un décor réaliste de quartier finalement un peu sordide et un peu paumé d'un coin de New York, quoi. Même si c'est bon, ça se passe un peu du côté de Brighton Beach aussi, ce genre de choses, quoi. Ouais, carrément. Qu'on connaît évidemment, c'est comment t'appelles ça, c'est un peu triste hein, comme décor. C'est des décors assez tristes qui sont renforcés par aussi le. Mais on connaît la grande roue, tu sais, qui est aussi dans The Warriors, par exemple, ce genre de choses. C'est là-dedans aussi, quoi. Mais c'est aussi renforcé par par l'hiver. Hein. C'est un film très hivernal, qui a été tourné d'ailleurs, il me semble, au cours d'un hiver mais glacial, quoi. Et c'est vrai ça se voit à l'écran que les acteurs ils se pèlent, quoi, tu vois, quoi. Mais oui, bon, voilà, c'est une manière assez naturaliste et minimaliste d'observer ces personnages, quoi. Et moi, je trouve en fait surtout de les inscrire en fait dans ce décor-là. C'est-à-dire qu'ils font partie aussi intégrante de ce quartier. Et c'est-à-dire qu'en fait, d'une certaine manière, leur trajectoire aussi
dans l'esprit de James Gray est tracé par ce quartier-là. Ils appartiennent à ce truc-là. C'est quand même l'histoire d'un mec qui revient là. Et en revenant là, même s'il revient dans le giron familial, c'est là où tout explose, quoi. Ouais, donc, ça c'est marrant ce que tu dis, parce que quand je revoyais le film, je me faisais la réflexion que Tim Roth, en fait, il joue son personnage où il avance constamment. Il regarde pas autour, quoi, tu vois. Il va buter un mec, il le bute, il va chez son père, il rentre. C'est quelqu'un qui est presque mécanique, quoi, dans sa manière d'évoluer. Et en fait, t'as l'impression que non seulement il connaît bien ce quartier, quoi, tu vois, donc il n'a pas trop à chercher, quoi, il va là où il doit aller, mais en plus que comme il n'avait pas envie d'y revenir, tu vois, il essaie d'avancer, d'aller assez vite, d'aller au point directement, quoi, tu vois, quoi. Et ça, après, je sais pas si c'est de la direction d'acteur ou de l'intuition de la part de Tim Roth, tu vois, mais bon, c'est un grand acteur, hein, Tim Roth, de toute manière. C'est un acteur qu'on voit plus beaucoup. C'est malheureusement, bien dommage. Ouais. Bon, là, j'ai appris récemment qu'il allait reprendre son rôle de l'abomination dans la série Marvel Miss Hulk. Super. Ouais, c'est pas le plus grand rôle de sa carrière, quoi. Mais ouais, c'est un acteur, peut-être pas autant qu'Edward Furlong, mais c'est un acteur qui manque à l'heure actuelle. Clairement. Après, le truc, ce qui est aussi très intéressant, je trouve, avec le film, c'est que je pense qu'il faut le préciser, c'est que ça pourrait très facilement être un film lourdingue. Vraiment, ça pourrait être très facilement un film chiant et comment dire, pas habité du tout, parce que justement on plein dans le pathos. Et après, moi, je c'est trouve. Du vécu aussi. Hein. Alors c'est du vécu, mais tu peux aussi. Oui, y a des gens avec du vécu qui sont chiants. Tu peux te planter, hein. Et le truc, c'est que justement, en fait, ce qui est hyper intéressant là-dedans, et c'est même ce que j'aime le plus en fait dans ce film-là, c'est que c'est un film qui n'a pas d'humour. C'est un film qui, enfin, très peu, s'il y a une scène qui est très drôle. Et qui est complètement, comment dire, enfin c'est presque, c'est pas comme un cheveu sur la soupe, parce que c'est très noir en fait comme humour. C'est, tu sais, à un moment donné, il va chez des gens qui tiennent une espèce de landromat là, de trucs de laverie automatique ou je sais pas quoi, et c'est avec ces mecs là qui fait son coup, qui fait le coup sur lequel il revient justement pour tuer un mec, quoi. Et en gros, ces mecs là, à un moment donné, il y a un mec qui est en train de leur dire, si vous m'avez piqué ma béquille, vous m'avez piqué ma jambe en bois, tu sais, ma jambe en bois, bande de cons, vous m'avez piqué la jambe de bois. Il fait, mais qu'est-ce que tu nous fais chier? Et le mec, en fait, il le vire. Et il fait, je reviendrai, vous avez ma jambe en bois. Et puis tu te dis, il passe à la séquence. Il piqué ma jambe tout court, hein, il dit juste ouais, c'est ça. Et en fait, là, le mec revient, il retrouve la jambe en bois et il la pose. Qu'est-ce que ça fout là, quoi? Et en fait, c'est drôle. Parce qu'en fait, les mecs, ils étaient en train de se dire, mais qu'est-ce qui nous fait chier, ce mec, c'est pas vrai, ça veut rien dire. Et en fait, si, le type avait raison, quoi. Ça, c'est la trivialité du quotidien, tu vois, qui peut devenir assez marrante quand on prend. Mais en vrai, c'est vraiment la seule scène un peu marrante du film, et je pense volontairement, hein, voulu, dans un film qui est quand même extrêmement austère, extrêmement pudique, extrêmement tragique, quoi, extrêmement fort aussi, parce qu'encore une fois, en fait, chaque élément. Chaque séquence, en fait, chaque coup de feu, tu le ressens, en fait, dans le film, quoi. Chaque trahison, c'est-à-dire que tu sens que c'est une sorte d'escalier, quoi, qu'on grimpe et qui va aller jusqu'à... parce que tu sais très bien, et c'est pas une question que le film révèle maladroitement sa trajectoire, tu vois. C'est le propre... C'est inéluctable. Voilà, c'est l'inéluctabilité, c'est le propre de la tragédie, quoi, voilà. C'est que tu sais que les personnages vont dérouiller à la fin, quoi. Et du coup, en fait, voilà, ce film qui aurait pu être totalement, finalement, qui sent la mort, hein, faut être honnête, parce que c'est un film sur ça, quoi. Ah oui, c'est un film très mortifère. Voilà, en fait, il est assez vivant. Étrangement, c'est-à-dire qu'en fait, dans sa façon justement d'inscrire les personnages dans le décor, dans ce quartier qu'il connaît lui même très bien, en fait, si tu veux, James Gray, dans sa façon en fait de les iconiser, même si c'est des figures du quotidien qui ont les mêmes problématiques éventuelles que n'importe qui peut avoir dans le cadre familial, même s'il y a la maladie de sa mère, même s'il y a tous ces trucs-là, en fait, c'est extrêmement vivant, extrêmement habité, extrêmement incarné, quoi. Et c'est moi, je trouve, ce qui vraiment, en fait... m'a frappé en revoyant le film aujourd'hui. C'est-à-dire, moi, c'est un film que j'avais adoré à l'époque, il y a 25 ans, quand je l'ai vu en salle, 26 ans maintenant, mais c'est pas un film sur lequel tu reviens régulièrement non plus, parce que c'est pas rigolo à regarder, c'est pas fun, c'est pas machin, mais en fait, en le revoyant comme ça, mais dès le début, je me suis dit, putain, il est très très fort, ce film. Ça pourrait vraiment être un film... j'avais peur, en fait, en redécouvrant, de me dire, ah putain, c'est en fait... ok, j'étais un peu jeune, j'ai tripé ce genre de truc, mais en fait, non, en fait, au contraire, c'est très habité, quoi. Ouais, et il y a un côté aussi, comme ça, c'est un film assez plein, en fait, quoi. Parce que moi, je pense que en fait, le dernier plan et le premier plan du film, qui est le même, c'est-à-dire Tim Roth dans sa voiture, quoi. Le premier plan, en l'occurrence, il est dans sa voiture et il attend
un contrat qu'il doit aller exécuter là, tu vois, d'un type, et puis il sort de sa bagnole, il traverse la rue, il le bute d'une balle dans la tête ou dans le ventre, je crois. Et le dernier plan où il est tout seul dans sa voiture, tu vois, et en fait il y a clairement à travers cette boucle bouclée, tu vois, et à l'intérieur de laquelle le personnage son univers aura radicalement changé, tu vois. C'est une allusion claire à l'histoire qui a motivé la création de ce film dont parlait James Gray, c'est-à-dire cette histoire du repas familial, tu vois, où un an après, on est dans la maison, il y a la table, il y a le décor, rien, quoi, ouais. Mais tout a changé, quoi, tu vois. Et là, évidemment, il se mettait du point de vue de son frère, tu vois, quoi. Mais voilà, ouais, non, je pense que c'était quelque chose qu'il avait besoin d'exprimer à l'intérieur d'une œuvre. Et parce qu'il l'avait vécu et puis que ça le bouffait, quoi, tu vois. Et ça a été peut-être une sorte d'exorcisme un peu pour lui, mais voilà, enfin le film il est innervé par tout ça, quoi, tu vois. Voilà, donc très très beau film, vraiment. Alors très belle pas redécouverte parce que je connaissais bien le film, mais vraiment confirmation que c'est vraiment un très très beau film. Malheureusement quasiment invisible. C'est-à-dire que en fait, en gros, aujourd'hui, James Gray, il dit que il est catastrophé par ça parce que le film, je crois que le négatif d'origine n'existe plus. Ah, d'accord. Ouais, il dit que c'est très compliqué, quoi, là, il aimerait bien, j'ai l'impression, ressortir le film parce qu'il a l'air d'y être attaché, mais c'est compliqué avec les éléments qu'ils ont sous la main. Et pourtant, c'est un film qui a 25 ans seulement, quoi. Ouais, mais ça a été un petit film aussi, tu vois, quoi. Oui, c'est un petit film, mais qui était quand même distribué à l'époque aux États-Unis, en tout cas par New Line. Qui a eu un succès d'estime dans les festivals. Je crois qu'il avait eu le Lion d'argent à Venise. C'est possible, ouais, je sais plus. Mais en tout cas, en fait, aujourd'hui, le seul moyen de le voir en France, en tout cas, il n'est pas sur les plateformes de streaming, il n'est pas en VOD. C'est en fait si vous avez votre DVD d'époque en fait qui était sorti et qui était en plus de mémoire pas terrible, quoi. Donc c'est quand même un peu dommage surtout pour un cinéaste de la trempe de James Gray. On va dire reconnu aujourd'hui, en fait, hein. Quand même, c'est un cinéaste qui va à Cannes, qui est comment dire, qui est plébiscité par la critique, quoi. Qui n'a jamais été récompensé à Cannes. Non, mais qui est plébiscité, même fait quoi. Souvent hué, quoi, à Cannes, hein. Oui. Il en parlait aussi de son vécu à Cannes, quoi. C'est un mec assez bizarre, hein, je veux dire, il le dit aussi, en fait, il y a qu'en Europe où mes films sont distribués, où ils marchent un petit peu, parce qu'il disait aux États-Unis ça marche pas. Alors peut-être, je sais pas, je me rappelle plus le box-office d'Ad Astra, tu vois, on voit que ces dernières années, il a essayé de tourner des plus gros films avec des plus gros acteurs, tu vois, mais c'est vrai que c'est un mec qui, pendant longtemps, s'est plaint, oui, quelque part un petit peu de ça, quoi, tu vois. Bah, après, bon, il a quand même la capacité de charrier des acteurs célèbres, tu vois. Ça, il l'a toujours dit. Il a dit mes seuls alliés, en fait, c'est les acteurs. C'est pas le public qui vient pas, c'est pas les producteurs qui me détestent par rapport au film que je fais, quoi. C'est les acteurs. Il dit c'est à eux que je dois mon salut parce qu'ils m'ont toujours soutenu, ils ont toujours été là. Et on parle d'acteurs, on parle de grosses stars quand même, quoi, tu vois, notamment les derniers, Brad Pitt. Il y a eu Joaquin Phoenix il y a quelques années, Mark Wahlberg, donc voilà, ça se pose là quand même, quoi. Mais donc voilà, donc c'est vraiment dommage que le film soit vraiment pas disponible. Bon, apparemment il a quand même une certaine popularité, si on en croit en tout cas auprès de nos auditeurs, puisque c'est vraiment le film qui a été voté. On va voir s'il y a des éditeurs vidéo qui nous écoutent. Et si c'est possible de le sortir de façon propre en HD, voilà. Éventuellement dans une remasterisation, mais si la péloche n'existe plus, enfin si le négatif original n'existe plus, ça va être chaud, quoi. Merci Arnaud. Merci à toi, Steph. Merci à nos auditeurs, à ceux qui ont voté pour le film, hein. Donc voilà, j'espère que vous n'avez pas voté pour rien, que vous êtes contents de ce podcast. Merci à nos tipeurs qui nous soutiennent depuis maintenant plusieurs mois. Et grâce à qui je suis là. Voilà, puisqu'on enregistre en direct live de Paris, des studios de live et direct, des studios de Capture Mag. Voilà. Merci donc à ceux qui ont typé, merci à ceux qui nous soutiennent depuis toujours. Pour nous soutenir, une adresse c'est tipeee3e.com Capture Mag, c'est les mots-clés. Vous pouvez nous écouter sur tous les podcasts habituels. J'aimerais bien remercier Alain, mais il n'est pas là, on enregistre un peu nous-mêmes, quoi, voilà. Et je le remercie quand même, parce qu'il va quand même se faire chier à monter tout l'épisode, quoi, voilà. Et puis moi je vous dis à la prochaine avec un prochain film. Au revoir.